Alors, Eloquence Club de Plaidoirie, aujourd'hui, va vous offrir un match de débat, ce qu'on appelle un mini-plaidorama. Alors, le mini-plaidorama, n'oubliez pas, dès qu'on dit mini-plaidorama, c'est match de débat. Alors, qu'est-ce que c'est un match de débat? Un match de débat, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas quelque chose qui est fait d'avance. Nous allons avoir deux équipes et les deux équipes vont s'affronter autour d'un sujet ou encore autour d'un exposé factuel. L'exposé factuel, donc cela veut dire qu'il y a des faits et ensuite les deux équipes vont prendre ce qu'on appelle une position. Il va y avoir une équipe qui sera considérée comme l'équipe demanderesse et l'autre équipe sera considérée comme l'équipe défenderesse. Donc l'équipe demanderesse va venir avec des arguments enrobés d'éloquence, de verbes et de verve et l'autre équipe également sera armée, disons, des arguments également composés de notions, concepts juridiques, sociologiques et anthropologiques. Donc, c'est ce que vous autres, vous allez assister maintenant. Alors, quel est l'enjeu pour aujourd'hui? Je vais vous expliquer rapidement. Je vais lire pour vous rapidement l'exposé factuel ou encore l'exposé qui va mettre aux prises les deux équipes. Je veux parler de équipe demanderesse et équipe défenderesse. Alors, je lis pour vous rapidement l'exposé factuel. À la plaine des carottes, Jean Fortunat finance des écoles, clubs sportifs, universités, hôpitaux et start-up grâce à sa grande fortune. Mais derrière cette fortune se dresse le blanchiment de capitaux. Accusé, il risque la prison, la saisie de tous ses biens et la disparition de ses œuvres. La question maintenant, ou encore les questions principales, doit-on détruire des œuvres sociales au nom de la loi? Ou faut-il repenser la sanction pénale quand le crime sert la société? Le débat de ce matin concerne deux poisons, deux cancers qui gangrènent, qui rongent la société haïtienne. D'une part, le trafic de drogue et d'autre part, le blanchiment de capitaux. À la plaine des carottes, un dénommé Jean Fortunat s'est érigé en un papa banquier de la zone. Investissement par-ci, création d'écoles par-là, prêt à des taux imbattables. Mais mesdames et messieurs, derrière cette prétendue générosité, ce dit engagement social, la réalité est brutale. Oui, elle est brutale, car l'empire financier de Jean Fortunat repose sur le trafic de drogue. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 définit le trafic de drogue comme étant tout acte de commerce, de distribution, de transport ou de possession en vue de la vente ou de la distribution de drogues illégales. Le blanchiment de capitaux, quant à lui, est un crime financier défini par le Fonds monétaire international comme étant l'action de dissimuler de l'argent acquis illégalement. Jean Pradel, dans son ouvrage « Droit pénal général », explique qu'il faut la réunion de trois éléments pour parler d'infraction, à savoir les éléments matériels, légaux et intentionnels. Analysons d'abord la constitution du trafic de drogue. Sur le plan légal, la loi du 7 août 2001 prévoit et réprime le trafic de drogue. La loi du 7 août 2001 relative au contrôle et à la répression du trafic illicite de la drogue en Haïti prévoit et réprime le trafic de drogue. Sur le plan matériel, Jean Fortunat a été retrouvé en possession de drogue dans son domicile. Et sur le plan intentionnel, il savait pertinemment qu'il détentait de la drogue chez lui. Quelqu'un ne l'a pas posé là. Il le savait. Il l'a lui-même caché dans sa maison. Analysons à présent la constitution de blanchiment de capitaux. En ce qui concerne le plan légal, le décret du 30 avril 2023 prévoit et sanctionne le blanchiment de capitaux. Quant au plan matériel, Jean Fortunat a mis en place toute une série de stratagèmes comme société écran, mécanismes bancaires, dans le but de dissimuler l'argent qu'il obtenait de son trafic de drogue. Et enfin, sur le plan intentionnel,
Bien sûr, c'est lui-même qui a mis en place toutes ces stratégies. Donc, il savait pertinemment ce qu'il faisait. Il l'a fait à dessein. Donc, mesdames et messieurs, les deux infractions sont constituées. Nous, de la partie de Mandres, nous reconnaissons les œuvres sociales de Jean Fortunat dans sa communauté. Mais, est-ce que le bien qu'il a fait dans sa communauté peut compenser tout le mal qu'il a causé à toute la société en étant un trafiquant de drogue et un blanchisseur de capitaux? Haïti ne se résume pas à la plaine des carottes. D'ailleurs, comme l'a dit le directeur de l'ULCC tantôt, pour finir, je dis, l'intérêt général doit primer. Merci. Imaginez un instant la plaine des carottes en 2021. Un endroit oublié des autorités où les écoliers se rendaient à l'école affamés. Un lieu où les jeunes diplômés erraient sans emploi, désespérés. Et puis un jour, un homme de la zone s'est levé pour dire que cela doit changer. Cet homme n'a aucunement volé la lumière. Au contraire, il l'a allumée. Porté par l'amour pour sa communauté, il a investi là où l'État s'est dérobé. Il a financé la scolarité de plus de milliers d'enfants. Il a pris à sa charge les dépenses d'uniformes, de manuels, de cantines scolaires. Il a implanté des hôtels, des orphelinats, créé plus de 900 emplois. Il a même bâti 2 foyers de retraite pour les vieillards. Mais aujourd'hui, au lieu de le remercier, il est convoqué. Il est accusé de blanchiment de capitaux. Comment punir un homme qui a passé sa vie à investir dans l'humain? La partie de Mandres soutient qu'il n'a pas agi dans une logique de charité. Pourtant, il pourrait investir son argent pour en gagner davantage. Quand d'autres accumulent des richesses, lui, il a nourri des enfants. Est-ce vraiment cela, un blanchisseur typique? Mesdames et messieurs, nous qui sommes ici présents, chère assistance, rappelons-nous ce principe ancien. Summum ius, summa inuria. Trop de droit tue le droit. Appliquer la loi sans discernement dans un pays où l'État ne garantit ni l'éducation ni l'emploi, c'est punir 2 fois les plus pauvres. C'est ouvrir, c'est élargir la brèche de la criminalité. La Constitution haïtienne fait de l'État le garant du droit à l'éducation et à l'emploi. Pourtant, c'est Fortunat, ce bienfaiteur, qui a rempli cette mission. Où était l'État quand les enfants étaient privés d'éducation? Où était l'État quand les jeunes erraient, sombraient dans l'alcoolisme et le banditisme, faute d'emploi? Mais aujourd'hui, il est là pour accuser celui qui a osé prendre le relais. Le droit, comme mes confrères le soutiendront, ce n'est pas seulement punir, c'est aussi reconnaître, réparer, protéger. Aujourd'hui, vous n'aurez pas à juger seulement Jean Fortunat, mais vous jugez aussi le choix entre une justice aveugle et une justice éclairée. Et dans ce cas très précis, si la justice est aveugle, comment pourrait-elle viser juste? Obligation est faite à vous, chère assistance, de bien juger. Car les conséquences de certaines inconséquences, ce sont nous, les enfants démunis, nous, les jeunes au chômage, qui les porteront. Merci. Mesdames, Messieurs, la réalité est brutale. Elle est brutale car la partie des Fadres ose se pointer ici pour nous faire une poésie. Or, à ce moment où il est crucial, où nous discutons de l'avenir de notre société, de l'économie nationale, mesdames, messieurs, Jean Fortunat n'est pas ce bienfaiteur qu'il prétend, bien évidemment. Tout d'abord, la partie des Fadres
ignorent des informations pertinentes. Comme par exemple, Haïti actuellement est placé sur la liste grise du groupe GAFI, Groupe d'Action Financier International. De plus, un rapport du Fonds monétaire international conclut: Haïti illustre l'effet domino d'un système fiscal miné par le crime organisé. À cet effet, comment la partie défenderesse peut-elle croire que la création des emplois, des écoles peut justifier, peut légitimer une richesse de sources criminelles? Mesdames, Messieurs, qu'en est-il de l'économie nationale? Allons, voyez avec moi les enjeux vis-à-vis de l'économie. Malgré l'adoption du décret du 30 avril 2023 renforçant la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'unité centrale de renseignement financier a constaté que les réseaux criminels adoptent leurs méthodes. Qui plus est, le Fonds monétaire international a constaté également que plus de 300% de déclarations suspectes liées au blanchiment de capitaux ont été constatées en 18 mois. En 2024, la BRH a signalé la faillite de 3 banques locales et que 30% des recettes fiscales sur les importations ont été perdues. Plus tard, soit avril 2025, le Fonds monétaire international a affirmé que les recettes fiscales d'Haïti restent faibles, autour de 5,4 à 6,3% du produit intérieur brut. Le tout, mesdames, messieurs, c'est pour vous expliquer que ce dommage qui est causé à notre pays est dû au blanchiment de capitaux. Alors, nous, partis demanderesses, nous convenons que l'ampleur des dommages structurels et irréversibles récuse radicalement les prétendues œuvres bénéfiques de Jean Fortuna. Aujourd'hui, c'est le trafic de drogue. Demain, ce sera le trafic d'organes. Et sachez également qu'il y a des terroristes en Haïti, des criminels. Et de leur région, ils produisent également des œuvres bénéfiques. Mais nous, de l'autre côté, nous ne bénéficions point. Il faut le remarquer. Et Haïti ne se résume pas, comme l'a dit ma consoeur, à la plaine des carottes. Alors, nous disons, nemo est supra leges. Personne n'est au-dessus de la loi. J'ai bien dit personne, pas même Jean Fortuna pour ses prétendues œuvres ponctuelles et artificielles. Les lois sont là, il faut les appliquer. Merci. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, nous venons d'entendre des envolées rhétoriques de la part de l'équipe de la partie demanderesse. Et dans de l'obscurantisme statistique, il nous a dit justement des chiffres de la FMI sans mentionner l'année. Et laissez-moi vous dire qu'une étude sans année, c'est une étude qui n'existe pas. Honorables membres du jury, puisque l'équipe de la partie demanderesse est du côté de la destruction, nous de la partie défenderesse, nous sommes du côté de la construction et de la conservation. Honorables membres du jury, venez avec moi, Auguste Assemblée. Maintenant, imaginez une école. Pas le simple bâtiment béton, non. Une école pleine d'enfants qui hier arpentaient encore les rues. Une école où l'on chante l'hymne national au lieu de fuir les balles. C'est ici l'œuvre de grand homme, d'un entrepreneur consciencieux qui, au lieu de fuir son pays, a préféré de faire jaillir la lumière de la dignité. Cet homme, c'est Jean Fortuna. Aujourd'hui, vous êtes appelés à le juger, accusé de crimes de blanchiment de capitaux. Mais derrière, vous décidez aussi du sort de milliers d'enfants qui continuent de rêver à travers ces œuvres. Aujourd'hui, vous êtes face à l'histoire. Qu'allez-vous décider, honorables membres du jury? Qu'allez-vous ordonner? Détruire ces œuvres, c'est prendre le risque de ne pas avoir non seulement un seul Jean Fortuna, mais plusieurs à l'avenir. Le sociologue américain Robert K. Merton, dans son œuvre « Structure sociale, anomie et déviance », nous dit ceci. La déviance est l'une des causes principales de la criminalité. Et la déviance, c'est quand il y a un décalage entre l'objectif culturellement prescrit et les moyens légitimes de les atteindre. Et en ce qui se concerne, Jean Fortuna a légalement, il a mis en place
cette école pour les enfants de sa zone. Et la Constitution haïtienne consacre en son article 32 le droit à l'éducation. Le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Parlement haïtien reconnaît le droit à l'éducation. Honorables membres du jury, auguste assemblée, détruire ces œuvres, c'est faire triompher l'injustice là où la justice prétend régner en vertu. Ce serait allumer la torche de la loi pour mieux consumer l'espoir. Est-ce ce modèle de société que vous voulez construire? Est-ce ce modèle de société que vous voulez bâtir? Et selon une enquête menée par l'organisation Human Rights en 2024, à Port-au-Prince, il a été démontré que l'absence de cadre socio-éducatif expose les jeunes à un engrenage criminel. 30%, je dis bien 30%, honorables membres du jury, de ces jeunes sont recrutés par les groupes criminels. Et détruire ces écoles, ce serait détruire les œuvres de ces enfants. Le droit exige que le mal soit puni, mais pas que le bien soit effacé. Ne confisquez pas ceux qui sauvent. Ne brûlez pas ces écoles pour condamner le bâtisseur. Rendez la justice, mais que cette justice soit forte contre le mal et juste envers le bien que Jean Fortunat a fait naître. Mesdames et messieurs, dans notre club de débat, on nous a appris un principe. Lorsqu'on est débatteur, il faut avoir l'écoute. L'avocat de la partie adverse est venu dire que nous, parti de Mendresse, nous n'avons pas donné des dates. Or, nous avons donné une date pour le décret, nous avons donné une date pour les informations concernant la FMI, la Banque mondiale. Chers débatteurs, il faut avoir l'écoute. L'écoute. Mesdames et messieurs, nous, parti de Mendresse, nous disons Duralex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Cette maxime latine incarne avec solennité le principe selon lequel la rigueur juridique ne saurait être compromise, quel que soit, je dis bien, quelles que soient les conséquences qui en découlent. Ce principe, garant de l'égalité devant la loi, assure la prévisibilité et la stabilité indispensables au bon ordre de la société. Mesdames et messieurs, venez avec moi. Regardez à présent les faits. Considérons l'hypothèse où ces œuvres sociales seraient alimentées par des fonds d'origine illicite, qui puisaient des fonds de provenance du trafic de drogue. Accorder une légitimité à de telles ressources reviendrait à cautionner l'illégalité dissimulée derrière une voile de noblesse apparente. Fermer les yeux sur l'origine de ces ressources mettrait en péril l'intégrité de notre système judiciaire, l'intégrité des institutions de contrôle financier telles que l'UCREF, l'IGF. Mesdames et messieurs, ce principe instaurerait par la même occasion l'avertissement fâcheux de Nicolas Machiavel, la fin justifie les moyens. Mesdames et messieurs, Jean Fortunat ne faisait pas du développement communautaire à la plaine des carottes. Il était en train de transformer cette communauté en machine à laver de l'argent sale, de l'argent de provenance du trafic de drogue. En ce sens, l'application intransigeante de la loi, même dans les circonstances les plus troublantes, les plus accablantes et même les plus ténébreuses, se révèle d'une nécessité absolue pour maintenir la confiance du public envers nos institutions de contrôle financier. Mesdames, Messieurs, nous plaidons
pour l'application du décret du 30 avril 2023 portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement des armes de destruction massive. In fine, fiat justitia et ruiat celum. Que justice soit faite, même si le ciel doit tomber sur nos têtes. Tel doit être le credo de la justice. Une justice fiable et pérenne. Je vous remercie. Duralex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mesdames et messieurs, on est d'accord que c'est une citation vieille de plus de 2000 ans. Et cette citation ne reflète pas la réalité sociale et culturelle d'Haïti. En ce sens, j'invite la partie adverse à éviter de faire du mimétisme juridique, c'est-à-dire d'aller copier les citations, les principes juridiques ailleurs pour venir appliquer ici en Haïti. Mesdames et messieurs, ça, c'est de la paresse intellectuelle. Et Georges Gurvitch, dans son ouvrage Éléments de sociologie générale, nous dit que le droit est la lecture du fait social, c'est-à-dire nos lois doivent prendre en compte notre réalité, le droit endogène, le droit informel en Haïti. La partie adverse nous a dit que même si le ciel doit tomber, écoutez, chère partie adverse, les décisions de justice ne doivent pas laisser le ciel tomber sur la tête de son peuple. Mais plutôt, elles doivent refléter le salus populi, c'est-à-dire le salut du peuple. Et, mesdames et messieurs, les lois sont des actes de justice, des actes de sagesse et surtout des actes de raison. Honorables membres du jury, chers auditoires, la responsabilité, d'après Victor Hugo, est un miroir à travers lequel beaucoup refusent de se regarder. Eh bien, M. Fortuna est cet altruiste qui s'est offert un holocauste pour les jeunes abandonnés par l'État. À travers ses actes, il les a inoculés contre le virus du banditisme. Il les a vaccinés contre le virus de la criminalité et de l'oisiveté. Il a injecté en eux le germe de l'espoir en un avenir certain. Vous voulez le condamner? D'accord. Mais dans quel but? On ne punit pas parce qu'un crime a été commis, mais plutôt on punit pour qu'il ne se reproduise plus. César Beccaria, dans son ouvrage du principe des délits et des peines, nous dit « Une peine disproportionnée perd de son efficacité dissuasive et devient alors une injustice. » Mesdames et messieurs, en parlant d'injustice, je pense encore aujourd'hui à Chachou Hôtel. Un hôtel flamboyant, joyau des Gonaïves, symbole de fierté et d'avenir, qui employait plus de 300 de nos compatriotes, soutenant ainsi des familles et des amis. Mais malheureusement, après la confiscation par l'État haïtien, aujourd'hui, Chachou Hôtel est devenu un vertige, une carcasse, une masure en plein cœur de la cité de l'indépendance, mesdames et messieurs, laissant ainsi toutes ces personnes, toutes ces familles dans la pauvreté extrême. Mesdames et messieurs, à l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas continuer à détruire le peu que nous avons dans le pays, mais plutôt nous devons nous inscrire dans une démarche de conservation et de construction. Et à ce moment, une solution intermédiaire s'impose. L'État doit récupérer les investissements et les gérer pour qu'ils servent le bien commun sous un cadre légal et institutionnel. Chers membres du jury, chère assistance, aujourd'hui, j'interpelle votre sens patriotique. J'interpelle l'intellectuel avisé que vous êtes, le visionnaire. Ne laissez pas l'État détruire
le faible reste que nous avons. Ne laissez pas l'État détruire les constructions de Jean Fortuna. Ne laissez pas l'État détruire l'avenir des jeunes étudiants, les jeunes étudiants boursiers de Jean Fortuna. Je comprends que la loi doit être appliquée, mais essayez de comprendre également qu'à l'état actuel des choses, Haïti n'a pas le luxe de détruire ce qui fonctionne. Et ceci, même si cela provient d'une source illégale. Pour finir, chère assistance, je laisse à votre sagesse cette interrogation. Doit-on avoir une application rigide de la loi ou faut-il chercher une AIL, c'est-à-dire une application intelligente de la loi? Merci. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'Éloquence Club de plaidoirie, je déclare fermé le débat d'aujourd'hui. Je vous dis merci.